Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole donc à nos deux chargés de projet pour ce projet, donc Laura et Alessia, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Donc Laura Foglia, qui donc est la chef de projet, qui a dirigé ce travail et qui donc a 25 ans d'expérience dans l'évaluation et la planification des transports et la mobilité, qui était directrice de projet en ingénierie chez Sistra et responsable du pôle études de transport et mobilité chez Artelia, et puis chef de division chez Île-de-France Mobilité, et qui a accepté de travailler avec nous sur ce projet depuis plus d'1 an maintenant. Et Alessia Claus, du coup chargée de projet, qui a fini ses études à Sciences Po Grenoble il y a un peu plus d'1 an, et qui est venue travailler avec le Shift sur ce projet, et qu'on remercie aussi d'être là ce soir. Voilà, donc je laisse la parole à Laura, et puis je laisserai passer la parole à Alessia un peu plus tard. Merci beaucoup. Que c'est ça. Essaye. Merci, mais tiens, si c'est possible, besoin. Merci, je te donne ça. Oui, donc bonsoir et puis merci d'être venus aussi nombreux nous écouter. Donc, je vais... non, mais ça ne va pas dans le bon sens. Non. Excusez-moi, du coup... Du coup, là, c'est bon. Voilà. Je vais commencer par introduire donc, le contexte du guide et aussi un peu la philosophie du travail. Et après, on va vous présenter évidemment avec Alessia les résultats. Donc, pourquoi agir sur la mobilité ? Ça vient d'être dit. Les transports sont un très grand le premier contributeur de gaz à effet de serre en France. Et aussi, je souhaite attirer votre attention sur le rôle qui est joué par la voiture particulière dans ce cadre, c'est-à-dire que plus de la moitié des émissions sont dues à la voiture particulière dans le transport, donc marchandises plus voyageurs confondus. D'où l'intérêt de se préoccuper de ce mode de transport et de son utilisation. Projet donc de stratégie nationale bas carbone avec l'effort qui serait nécessaire pour arriver à une neutralité carbone en 2050. On voit bien que la pente sur laquelle nous devons nous situer est très raide, donc l'effort doit être très important. Alors, si on sort des tendances, si on sort des projections et puis on regarde plutôt les tendances réelles, on voit qu'en réalité, la tendance a été plutôt à une augmentation du poids des véhicules. Les SUV qui représentaient 5 à 6% du marché il y a 10 ans représentent maintenant 40% à peu près des ventes de véhicules, en sachant que le poids est un facteur très important dans les émissions. Un parc automobile qui a encore du mal à être électrifié. On a ici 1,4% de véhicules électriques parmi les ventes, auxquels il faut rajouter 0,7% de véhicules hybrides rechargeables. Ça veut dire 98% quand même des véhicules qui continuent de se vendre sont encore des véhicules qui fonctionnent à l'énergie fossile. Et au-delà de cette vision du marché, d'une manière générale, on est face à une tendance qui est celle d'un allongement des distances de déplacement. Les distances de déplacement ont été multipliées par 3,3 depuis le début des années 60, portées par des systèmes de transport qui permettent d'aller toujours plus vite et toujours plus loin. Et aussi une surreprésentation donc, de la voiture particulière dans ces déplacements, puisqu'elle représente 75% des déplacements et surtout 83% des distances. Décidément. Voilà. Alors, tout ça, ça pose problème concernant les émissions de gaz à effet de serre et donc de la trajectoire sur laquelle nous devrions nous situer. Ça pose aussi problème pour ce qui concerne la consommation de ressources rares et notamment des ressources fossiles et de dépendance, ça vient d'être rappelé aussi,
de dépendance des ménages aux ressources fossiles pour se déplacer. En sachant que cette dépendance est particulièrement dangereuse quelque part pour les ménages les plus fragiles économiquement. Et on compte qu'il y aurait 10% des ménages français qui sont dans une situation de vulnérabilité économique par rapport à leur budget de déplacement. Donc, d'où l'intérêt de développer des politiques qui puissent arriver vraiment à une transition de la mobilité vers une mobilité bas carbone sur le terrain, dans les territoires. Dans cet objectif, on a été aussi conforté par l'apparition de la loi d'orientation des mobilités qui a été promulguée à la toute fin 2019 et qui a fourni donc un cadre pour les politiques de mobilité, qui a fourni des outils aux collectivités locales, mais qui leur laisse aussi le soin de développer des stratégies de mobilité bas carbone, et ce dans un contexte donc de ressources financières limitées. Alors, d'une manière générale, quand on a réfléchi à la méthodologie de l'étude, on s'est appuyé sur le schéma bien connu qui consiste à identifier 3 axes principaux pour décarboner la mobilité. C'est donc diminuer le besoin de déplacement, soit en ne pas se déplaçant, soit en se déplaçant moins loin, favoriser le report modal vers des modes moins émissifs et réduire les émissions du véhicule. Alors, la question des émissions des véhicules et en particulier la question des motorisations sont des questions qui reçoivent une grande partie de l'attention publique. Et aussi de l'attention de l'État qui a fixé des objectifs en termes de réduction, enfin de transition des motorisations. Néanmoins, on ne peut pas baser toute la stratégie là-dessus, d'une part parce qu'effectivement le véhicule électrique n'a pas un taux de pénétration aussi important que ce qu'on aurait prévu, mais aussi à cause des risques d'effet rebond que cela implique. C'est-à-dire, on fait des véhicules électriques, mais si on ne fait pas attention à l'augmentation du poids des véhicules, on risque d'avoir une mobilité encore plus carbonée, en sachant que tout cela laisse de toute façon irrésolu les questions d'étalement urbain, de congestion, d'occupation de l'espace qui sont liées à l'utilisation de la voiture, même électrique. Donc, nous nous sommes concentrés surtout sur la question du report modal et en particulier des mesures qu'on pourrait mettre en œuvre à moyen terme sur ce sujet, mais aussi sur des mesures qu'on pourrait mettre en œuvre d'une façon à plus moyen-long terme sur la réduction des besoins de déplacement. Et juste ce graphique, ça va être compliqué sans pointeur, mais ce graphique qui est issu donc, de la note sur la motorisation des véhicules et qui permet de voir qu'on se situe aussi dans une sorte de hiérarchie des modes où l'utilisation de la voiture en solo est plus consommatrice en énergie que le covoiturage. Donc la consommation avec 2 ou 4 personnes, mais qu'il vaut mieux prendre un bus mi-plein qu'une voiture pleine, et qu'en même temps, il ne faut pas que le bus soit vide non plus, parce que ça, c'est pas du tout vertueux du point de vue de l'environnement. Ça permet aussi de voir que toute politique de transition vers les mobilités actives, que sont la marche et le vélo, est par définition aussi vertueuse du point de vue de la décarbonation. Alors juste sur les objectifs du projet, rapidement, à identifier les leviers opérationnels les plus pertinents pour décarboner la mobilité, avec vraiment un focus sur les autorités organisatrices de la mobilité, que sont les intercommunalités.
identifier donc les freins rencontrés par ces acteurs et donc esquisser des pistes de levée de ces freins, et tout ça dans un cadre temporel bien précis qui est celui des élections municipales, et donc dans l'objectif de fournir des éléments pour la mise en œuvre effectivement de politiques de mobilité dans le prochain mandat. Le périmètre de l'étude, donc la mobilité quotidienne des personnes et pas des marchandises, la décarbonation par les usages et donc pas par les véhicules. En France métropolitaine, pourquoi? Parce qu'on a visé des retours d'expérience qui puissent se situer dans le même cadre réglementaire et législatif, donc pour qu'ils soient réplicables. Dans les zones de moyenne densité, effectivement, dans les zones denses, il y a déjà eu des politiques qui ont été menées pour piétoniser, restreindre l'accès par la voiture particulière, créer des lignes de transport en commun. Et ça commence à donner des fruits. Et donc, c'est dans les zones de moyenne densité, où on entend par là à la fois les villes moyennes, et les périphéries, c'est-à-dire la première, voire début de deuxième couronne des grandes agglomérations. C'est là où la voiture particulière règne encore en tant que mode de transport vraiment prédominant. L'espace public aussi est conçu autour de l'usage de la voiture. Et donc, c'est des zones aussi où il y a plus que 40% de la population qui habitent, et donc un gisement très important pour la décarbonation de la mobilité. Et donc, horizon 5 à 10 ans, c'est en fait prochain mandat municipal, et prochain ou celui d'après. Juste pour finir sur la philosophie en fait qui a sous-tendu la méthodologie de l'étude. Donc c'est vraiment une approche, c'est celle d'une approche systémique. C'est-à-dire, si la voiture est aussi présente, est aussi incontournable dans nos sociétés, dans notre mobilité, c'est parce que c'est un système, c'est pas qu'un véhicule. C'est aussi un système d'infrastructure, y compris le stationnement, y compris l'espace public qui a été consacré à la voiture, et tout un système aussi de fiscalité. Un système d'imaginaire qui se base sur une publicité omniprésente qui nous fait rêver aussi d'utiliser la voiture justement en solo. Et donc, si on veut développer un système alternatif, il faut aussi le penser déjà en tant que système, avec les véhicules, mais avec aussi les infrastructures, y compris le stationnement, les services, savoir comment on fait pour accéder aux services pour les modes alternatifs, la fiscalité, et aussi un imaginaire qui donnerait envie d'utiliser les modes alternatifs. Alors, dans le rapport, on a fait aussi on a pris le parti d'ouvrir sur les questions d'urbanisme, même s'il s'agissait à la base d'un guide destiné aux mobilités, parce que on ne peut pas penser la mobilité, et en particulier dans les zones de moyenne densité, sans intervenir sur la question de l'urbanisme. Donc, on a fait vraiment une ouverture aussi sur ces sujets. Et puis, si on veut effectivement faire pencher la balance du côté des mobilités alternatives, il est nécessaire aussi d'agir sur l'intérêt de la voiture utilisée en solo. Voilà, donc je vais laisser Alessia vous expliquer maintenant comment on a fait la démarche qu'on a suivie. Oui, de façon un petit peu plus concrète. C'est l'inverse de ce qui est logique. Ça, on l'aura tous fait. Bonjour, donc de façon un peu plus concrète, la volonté du guide, en fait, c'était vraiment de faire remonter des informations du terrain. C'est pour ça qu'on a choisi de le fonder sur l'étude des politiques de mobilité de 5 territoires, à savoir la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, les communautés urbaines d'Arras et de Poitiers, et les métropoles de Grenoble et Strasbourg. Chacun de ces territoires fait l'objet d'une étude de cas dédiée qui sera disponible sur le site internet du Shift. Il y en a déjà 3 en ligne, la Carène, Arras et Grenoble. Et pour ce qui est de Poitiers et Strasbourg, les études de cas seront mises en ligne dans les semaines à venir. Donc, pour identifier ces territoires, on a procédé en 2 étapes. D'abord, on a effectué une analyse bibliographique et une trentaine d'entretiens avec des experts mobilité et urbanisme pour essayer de trouver en fait des territoires qui étaient proactifs en matière de mobilité, enfin de décarbonation de la mobilité, et qui avaient mis en place des actions qui avaient été évaluées puisqu'on cherchait des retours d'expérience.
On a abouti grâce à ça à une liste d'une petite dizaine de territoires et finalement on a restreint à ces 5 territoires-là en raison de plusieurs critères. Donc d'abord la pertinence des politiques qui étaient mises en place, leur ancienneté, puisque l'objectif c'était vraiment d'avoir un retour sur ce qui avait marché, pas marché, pourquoi. Donc il fallait que ce soit des expériences qui datent de minimum 1 ou 2 ans. Ensuite on avait également la disponibilité des acteurs locaux sur place, le type d'intercommunalité également et la taille des territoires sélectionnés. Et enfin leur répartition géographique sur le territoire national. Donc une fois qu'on a identifié ces territoires, on a ensuite élaboré un questionnaire générique. Donc le but c'était de lister l'ensemble des sujets qu'on voulait aborder, l'ensemble des sujets, des thématiques qu'on voulait aborder avec les acteurs locaux, de façon à ensuite avoir une matière homogène d'un territoire à l'autre. Et puis on a établi un pré-diagnostic plus individualisé sur la base des documents de planification disponibles, donc le plan de déplacement urbain, le plan local d'urbanisme, le plan climat et les dernières enquêtes ménage-déplacement. Et puis enfin, on s'est rendu sur place à chaque fois une petite semaine et à chaque fois pour interroger une petite dizaine de personnes. Les sujets qu'on a visés, c'était principalement les politiques menées par mode, à savoir sur la marche, sur le vélo, sur les transports en commun urbains et interurbains selon les contextes et sur le covoiturage, mais également les actions qui étaient menées en matière de politique routière ou en matière automobile. Et puis ensuite, différents sujets, donc intermodalité, intégration tarifaire. On a aussi recueilli des informations sur le service d'autopartage quand il était présent. Et puis sur les interactions entre la politique d'aménagement du territoire et la politique de mobilité. Et enfin, on a aussi visé à recueillir des données sur les plans de mobilité employeurs qui étaient déployés sur le territoire, c'est-à-dire les actions menées par les employeurs pour décarboner la mobilité de leurs salariés. Et puis, donc, les personnes qu'on a rencontrées, donc, on a visé à chaque fois à rencontrer l'élu mobilité de l'intercommunalité, également des personnes qui travaillaient au sein des services mobilité et urbanisme des territoires, des représentants des agences d'urbanisme lorsqu'il en existait une sur le territoire, et enfin, donc, des référents mobilité en entreprise pour justement parler des plans de mobilité. Et puis, plus ponctuellement, selon les contextes et les besoins, selon les territoires, on a également rencontré d'autres acteurs, donc ça pouvait être des représentants de la région, des associations vélo ou des exploitants de transport en commun. Voilà pour la partie méthodologie. On va maintenant vous présenter un peu plus en détail les résultats, mais on ne va pas directement passer aux politiques développées par mode en faveur des modes actifs et partagés, mais on va plutôt s'intéresser au contexte dans lequel ces politiques s'inscrivent. Et donc, on va d'abord vous parler du système voiture en parlant un peu d'urbanisme, de fiscalité en entreprise et des contraintes à l'utilisation de la voiture. Ensuite, on viendra plus en détail sur le développement des modes actifs et partagés, sur les mesures qui peuvent être prises et sur la façon dont on peut faire en sorte que ces modes fassent système et soient faciles d'utilisation pour les habitants. Et enfin, on parlera des actions d'accompagnement de cette politique de mobilité à proprement parler, à savoir les plans de mobilité employeurs, les actions d'animation territoriale et d'accompagnement plus personnalisé, et enfin les questions de suivi et d'évaluation. Donc si on commence par le contexte dans les zones de moyenne densité, c'est celui d'une forme urbaine qui est pensée pour et autour de l'utilisation de la voiture, ce qui pose problème en matière de développement d'une politique de décarbonation de la mobilité. Donc ça, en partie pour 2 raisons. D'abord en raison de la spécialisation fonctionnelle dans ces territoires, qui est héritée de l'urbanisme de la fin du XXe siècle, à savoir la concentration des emplois dans des zones d'activité et dans des zones industrielles, la concentration des commerces, entre guillemets, dans des grandes zones commerciales de périphérie, et puis ensuite des quartiers d'habitat. Donc ça pose problème parce que du point de vue du chaînage des déplacements, en fait, au cours de la journée, on est obligé de se déplacer dans plusieurs endroits différents de la ville qui sont relativement éloignés, et ça rend l'usage de la voiture quasiment indispensable au quotidien. L'autre raison, c'est le fait que dans les zones de moyenne densité, on ne manque pas d'espace, donc le manque d'espace n'est pas une contrainte pour se développer, et donc les agglomérations ont tendance à grignoter sur l'espace disponible autour. Et donc, comme leur nom l'indique, les zones de moyenne densité ne sont pas particulièrement denses, et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à développer des réseaux de transport en commun, une desserte en transport en commun qui soit performante et attractive. Et donc ces 2 raisons en fait impactent le développement d'une politique de mobilité bas carbone, puisqu'on ne peut pas forcément se déplacer au quotidien à pied ou à vélo, et quand on peut le faire, les déplacements ne sont pas forcément agréables ni sécurisés. Et donc c'est pour ça qu'un préalable à la mise en place d'une politique de mobilité bas carbone, ça va être d'agir sur l'urbanisme pour créer en fait de la proximité dans la vie quotidienne. Et ça passe en particulier par la limitation de l'étalement urbain, c'est-à-dire arrêter de grignoter sur l'espace environnant et se recentrer sur les zones existantes.
Et donc ça, c'est du coup densifier les zones existantes et en particulier le long des axes structurants de transport en commun pour justement assurer une bonne desserte de ces zones-là. Et ça va être également, le but va être également de créer de la mixité fonctionnelle, ça veut dire de remixer les fonctions urbaines pour faire réapparaître des commerces et des services de proximité aux abords des logements. Puisque un des problèmes qu'on rencontre aussi dans les zones de moyenne densité, c'est le fait que donc dans les villes-centres des petites et moyennes agglomérations, le commerce de centre-ville souffre directement de la concurrence qui lui est faite par les zones commerciales de périphérie. Et dans les couronnes des métropoles, on retrouve très peu de commerces et de services de proximité. Donc l'objectif, ça va être de faire en sorte qu'on puisse par la suite aller faire ses courses ou aller à l'école ou aller au travail à pied ou à vélo. Donc là, bien sûr, on aborde la question de l'urbanisme du point de vue de la mobilité. C'est un peu les actions essentielles pour qu'ensuite la politique de mobilité, de décarbonation de la mobilité soit efficace. Mais l'urbanisme, c'est un sujet très très large sur lequel on aurait pu écrire un rapport entier. Et donc, il pose des questions qui sont bien plus complexes que ce qu'on présente ici, notamment en termes de coût du foncier, de désirabilité de l'habitat qui est proposé si on densifie. Et puis également d'accès au logement pour les ménages les plus modestes. Donc on n'a pas vocation ici à établir un diagnostic vraiment exhaustif sur l'urbanisme, mais vraiment juste à pointer du doigt le fait que l'urbanisme doit être pensé en cohérence avec la politique de mobilité. Et ça, c'est pour toi. Oui, donc moi je vais vous parler de fiscalité, c'est-à-dire que parmi les freins que nous avons constatés sur le terrain, les freins à la mise en œuvre de politiques de mobilité bas carbone, une fiscalité fortement incitative à l'utilisation de la voiture est apparue d'une façon assez importante, et notamment au sein de l'entreprise, dans le cadre de la mise en œuvre des plans de mobilité. On parle de l'indemnité kilométrique, c'est-à-dire de la possibilité pour les entreprises de rembourser les frais de déplacement en voiture pour les déplacements de travail, mais aussi de la possibilité de le faire pour les déplacements domicile-travail. On parle aussi du système des voitures de fonction. C'est évident que si vous avez une voiture de fonction, on peut mettre en œuvre tous les systèmes de transport qu'on veut ou les plans de mobilité qu'on veut. On est vraiment incité à utiliser sa voiture à la fois pour aller au travail et aussi pour les déplacements familiaux. Et en sachant qu'il ne s'agit généralement pas de voitures toutes petites concernant les véhicules de fonction. Le stationnement aussi apparaît comme un pilier très important de cette politique orientée vers la voiture particulière, c'est-à-dire la disponibilité de stationnement gratuit sur le lieu de travail. Donc, que faire? Alors, la loi d'orientation des mobilités a prévu un forfait mobilité durable qui permet aux entreprises de rembourser les déplacements qui sont faits en covoiturage ou en vélo de la part des employés à hauteur de 400 € par mois. Seulement, par an. Ce serait bien. Seulement, ce système vient se rajouter au système précédent, il ne vient pas le remplacer. Donc le système précédent qui est déjà là reste tout de même plus intéressant pour les employés. Il faut dire aussi qu'il n'est pas question tout de suite de mettre. Alors nous, on a mis un gros trait dessus. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais déjà, dans un premier temps, ce serait déjà bien de réduire le barème de l'indemnité kilométrique qui, du dire de beaucoup d'experts, est d'ailleurs surestimé à peu près de 30%. Mais à terme, ça serait bien même de le remplacer avec peut-être des budgets mobilité qu'on pourrait dépenser dans différents modes de transport, y compris les abonnements de transport public. Des véhicules de fonction plus légers, pourquoi pas des vélos assistance électrique. Et évidemment, il faut arrêter de considérer que le stationnement est quelque chose de gratuit et le considérer comme un avantage en nature, ou faire comme ce qui se fait d'ailleurs dans certains États des États-Unis, c'est-à-dire faire une sorte de cash-out. Ceux qui n'utilisent pas le stationnement au lieu de travail, l'entreprise leur donne l'équivalent en argent.
Alors, pour rester en matière de stationnement, décidément, pour rester en matière de stationnement, la question de stationnement est aussi très prégnante, non seulement dans le cadre de l'entreprise, mais aussi d'une manière générale dans les zones de moyenne densité, puisque le stationnement est très disponible. Les politiques de stationnement sont assez peu contraignantes. Alors, il y a une croyance très diffuse auprès des habitants et aussi des élus dans les zones de moyenne densité, c'est qu'il n'y a pas assez de places de stationnement. Mais en réalité, quand on fait la somme des places sur voirie, en enclos, dans les parcs de stationnement, sans compter toute l'offre privée, les centres commerciaux, etc., il y a une offre foisonnante en réalité. Et il y a assez peu de politiques de stationnement, enfin il n'y a quasiment pas de politique de stationnement en zone de moyenne densité qui a vraiment pour but de décarboner la mobilité. En général, les politiques de stationnement visent plutôt à obtenir une rotation des places de stationnement, à éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des voitures ventouses, donc qui stationnent longtemps et notamment à côté des magasins. Donc, que faire ? Déjà, mieux connaître l'offre de stationnement et son utilisation. Aussi, la réglementer en réduisant le nombre de places, en rendant des places payantes, en réglementant le temps disponible, en surveillant mieux le respect du stationnement illicite, mais aussi du stationnement payant. Et aussi en éloignant les lieux de stationnement des voitures par rapport aux destinations et en favorisant l'accès et le stationnement par les modes actifs, par le vélo et l'accès en transport en commun. Autre levier très important pour agir sur la voiture, c'est la limitation des vitesses. Alors, la limitation des vitesses est intéressante à plusieurs égards. D'une part, en ce qui concerne la réduction de l'intérêt de l'utilisation de la voiture en elle-même, et d'autre part, la réduction du différentiel de vitesse entre la voiture et les modes actifs, en particulier, est très propice à créer un environnement sécuritaire et agréable pour les modes actifs. Alors, ça se fait avec zone piétonne, zone 30, etc. Enfin, on n'a pas le temps après de rentrer dans tous les outils. D'une manière générale, l'espace public, ça c'est une estimation de rues de l'avenir, 80% des rues sont consacrées à la circulation et au stationnement automobile. C'est certainement encore supérieur dans les zones de moyenne densité. Il faut penser, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'espace public ? Est-ce qu'on veut l'utiliser pour d'autres modes de transport, rééquilibrer cette utilisation ? Et aussi, est-ce qu'on veut l'utiliser pour d'autres usages tout court ? Ça peut être l'échange, le jeu, les terrasses de café, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est valable pour le stationnement, c'est valable pour tout, toutes les restrictions à l'utilisation de la voiture créent des résistances. Mais du coup, c'est très important de discuter et de mettre en avant aussi les avantages que ces politiques peuvent apporter en termes de qualité de vie et que ces politiques ne deviennent pas juste acceptables. Moi, j'aime pas beaucoup c'est l'idée de l'acceptabilité. Il faut que ça soit désirable. Il faut que ça soit désirable pour les citoyens d'être dans des espaces urbains différents où on se déplace autrement, on se déplace plus proche, etc. Voilà, donc on commence du coup sur les actions, sur chacun des modes alternatifs à la voiture. On commence par les transports en commun. Évidemment, les transports en commun dans les zones de moyenne densité, c'est pas évident parce que les tissus urbains sont lâches, les destinations sont éparpillées, donc c'est peu propice au remplissage des transports en commun, donc à leur efficacité économique d'une part et environnementale d'autre part. Donc une première
chose qu'il faut déjà avoir à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas penser cette desserte sans penser à l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il faut aussi créer des capacités urbaines autour des axes de transport en commun. Alors là, pareil, on ne rentre pas dans les exemples, mais par exemple à Grenoble, c'est ce qui a été fait dans le cadre de ce qu'on appelle une charte transport-urbanisme, dans le cadre de prolongement de la création de la ligne E de tramway qui dessert, elle, des zones de moyenne densité, voire des zones même pas denses du tout, et où il y a eu vraiment aussi un engagement de la part des communes à densifier le long de la ligne de transport. Par ailleurs, c'est intéressant d'agir et de créer des offres qui peuvent intéresser les actifs, puisque ce qu'on constate dans les zones de moyenne densité, c'est souvent des réseaux qui sont utilisés par ce qu'on appelle les captifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le choix d'autres modes de transport. Donc, il y a des offres, à la fois des offres tarifaires et aussi des offres de services de déplacement qui peuvent s'adresser spécifiquement au public des actifs, que vous trouverez également donc, dans le guide. Le train et le car aussi, le car express en particulier, ont leur rôle à jouer dans le système de mobilité pour offrir une alternative intéressante à l'utilisation de la voiture. Et ça sera d'autant plus vrai qu'ils vont être suffisamment rapides et suffisamment fiables pour le faire, avec tout de même des points de vigilance, c'est-à-dire que la création de ces dessertes rapides ne doit pas constituer un vecteur de périurbanisation ultérieure. Donc là, on est vraiment dans l'idée du report modal, mais aussi d'une politique de transport qui soit articulée avec une limitation de l'étalement, et pas juste une création de services qui laisse les choses se faire. Et aussi un point de vigilance sur la complémentarité nécessaire entre la voiture, entre la desserte par train et la desserte par car, qui ne se fasse pas concurrence comme cela arrive des fois. Voilà, système vélo. Si on passe maintenant aux modes actifs et particulièrement au vélo, en fait, pour développer la pratique du vélo dans un territoire, il faut développer ce qu'on appelle un système vélo qui repose sur 3 piliers différents. Donc, le premier pilier, c'est la création d'infrastructures et d'équipements sécurisés. Le deuxième pilier, c'est le développement d'un écosystème de services autour de la pratique du vélo. Et le troisième pilier, qu'on ne va pas développer ici, mais qui sera développé un peu plus loin dans la présentation, c'est la question de l'animation et de l'accompagnement au changement de comportement. Donc, si on s'intéresse au premier pilier, le problème principal dans les zones de moyenne densité, c'est l'absence quasi totale de pistes cyclables et l'absence encore plus prégnante d'un réseau cyclable qui soit structuré, c'est-à-dire lisible, sécurisé et continu. Donc, tout l'enjeu, ça va être de développer ce type de réseau. Et ça nécessite donc de mettre en cohérence, de développer en fait la cohérence à l'échelle de l'AOM, à l'échelle de l'intercommunalité, ce qui n'est pas toujours facile à faire, parce que si la planification peut se faire à l'échelle de l'AOM, en termes de réalisation, les communes interviennent également sur l'aménagement de la voirie. Et en fait, ça peut poser des problèmes en termes de temporalité, de construction, donc des travaux, etc. Donc c'est très compliqué d'obtenir en réalité que ce type de réseau soit mis en place. Et par ailleurs, il faut que le réseau cyclable soit cohérent, non pas à l'échelle juste de l'AOM, mais à l'échelle du bassin de vie, qui en règle générale dépasse le périmètre administratif de l'AOM. Et dans ce cas-là, ça implique d'avoir des discussions avec les AOM environnantes et voisines. Toujours dans le premier pilier, un frein important à la pratique cyclable dans les zones de moyenne densité, c'est l'absence de stationnement vélo. Et ça remonte beaucoup en fait dans l'ensemble des territoires qu'on a rencontrés. C'est quelque chose qui ressort vraiment de la part des habitants. Donc il est nécessaire de développer différents types de stationnement en fonction des besoins. Donc un premier type de stationnement, ça peut être le stationnement pratique à proximité des commerces, donc des arceaux vélos. Le deuxième type de stationnement, c'est le stationnement sécurisé via des consignes à vélo ou des abris vélos sécurisés
notamment à domicile. Ce qui ressort beaucoup, c'est également que l'absence de stationnement à domicile dans les habitats collectifs, dans lesquels il n'y a pas forcément de local vélo et pas forcément la place d'en créer un, est un réel frein à la pratique. Et c'est pour ça que certaines agglomérations comme Grenoble, par exemple, ont décidé de mettre en place ce genre d'abri. Donc à Grenoble, en fait, ils ont mis en place ce qu'ils appellent des mini-box à vélo, c'est-à-dire des consignes à vélo sécurisées de 5 places maximum, qui sont installés sur l'espace public à la demande des habitants, de façon à répondre le mieux possible à leurs besoins. Et enfin, le vélo doit être pensé en intermodalité, notamment en intermodalité avec le train, et c'est pour ça qu'il faut développer des parkings à vélo en gare. C'est quelque chose qui est plutôt bien fait dans les zones de moyenne densité, en tout cas dans les territoires qu'on est allé voir, dans lesquels il arrive par contre que les parkings à vélo, notamment dans les agglomérations de taille moyenne, soient saturés. Donc on voit bien que ça répond à un besoin, mais peut-être pas de façon suffisante. Si on passe au deuxième pilier, à savoir la mise en place d'un écosystème de services autour de la pratique du vélo, il y a un service qui fait l'unanimité dans les territoires qu'on est allé voir, c'est la mise en place d'un service de location longue durée de vélo. Donc dans tous les territoires, les services de ce type qui ont été mis en place sont en expansion continue depuis leur création, et il y a des listes d'attente de plusieurs dizaines, voire une centaine de personnes, ce qui montre que ça répond là encore vraiment à un besoin. Ce qui remonte du terrain, c'est que ces services légitiment la présence du vélo dans l'espace public et créent une culture du vélo dans des territoires qui n'en avaient pas auparavant. Et en interne de l'AOM, c'est également très intéressant parce que le fait de mettre en avant le vélo dans l'espace public, de le rendre visible dans l'espace public, ça permet aussi de justifier l'investissement dans des infrastructures cyclables, des pistes cyclables, et donc de lancer une politique de mobilité en faveur du vélo un peu plus ambitieuse. Du côté des abonnés, on remarque qu'un facteur d'attractivité réel, c'est l'aspect clé en main, c'est-à-dire qu'on ne loue pas simplement un vélo, on a aussi l'entretien qui vient avec, on a aussi accès à des consignes à vélo sécurisées sur le territoire, et c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi. Par ailleurs, l'objectif étant de faire basculer des gens de la pratique de l'autosolisme à la pratique de modes moins carbonés, c'est quelque chose qui est permis par ces services. C'est quelque chose qui avait été mis en avant par une étude de l'ADEME en 2016 et qui ressort aussi des études qui sont faites dans nos territoires, puisque la Carène, donc Saint-Nazaire, a évalué son service de location longue durée Vélicéo 8 mois après son lancement, et il en est ressorti que 65% des abonnés utilisaient auparavant la voiture pour se déplacer sur les déplacements qu'ils font actuellement à vélo. Donc si ce type de service donne vraiment satisfaction, en revanche, on a encore du mal à développer un réel écosystème de services autour de la pratique du vélo. Donc sur ce sujet-là, c'est plutôt les associations vélo qui sont proactives, notamment pour ce qui est du marquage vélo contre le vol, des ateliers d'autoréparation ou des ateliers de remise en selle. Mais certaines AOM sont également assez présentes. Par exemple, la métropole de Grenoble réfléchit à mettre en place un service itinérant pour apporter son service de location de vélo aux habitants des territoires qui sont des zones un peu plus éloignées du centre de l'agglomération. Et puis, à Strasbourg, l'AOM a mis en place un partenariat avec des banques et des vélocistes de son territoire pour offrir des prêts avantageux pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Et donc, le troisième pilier sera traité un peu plus tard, la question de l'accompagnement. Si on continue dans les modes actifs, la marche, c'est un mode qui est très pertinent à développer parce que complètement décarboné et qui s'inscrit dans un mode de vie de proximité. Mais en fait, c'est un mode qui ne fait vraiment pas l'objet d'une politique à part entière, qui n'est pas considéré comme un mode de déplacement réellement par les AOM la plupart du temps. En règle générale, aujourd'hui, la marche bénéficie d'actions de revitalisation des centres-villes, du type cœur d'agglo, qui préconise souvent une piétonisation d'une partie du centre-ville. Donc c'est bénéfique pour la marche, mais en revanche, quand on sort des zones les plus denses des territoires qu'on étudie, la marche n'est pas considérée comme un mode de déplacement. Et pourtant, son potentiel est assez important. Donc à titre d'illustration, à la Carène, 40% des déplacements de moins de 1 km sont réalisés en voiture, alors que c'est donc en fait des distances tout à fait marchables. Donc, pour développer la pratique de la marche, c'est comme pour le vélo, en fait, il faut planifier, il faut mettre en place une politique de la marche, donc un plan piéton. Les agglomérations les plus grandes, donc Strasbourg et Grenoble, réfléchissent aussi à la mise en place d'un réseau magistral piéton, dans le cadre duquel il faut aussi travailler sur la marchabilité et l'agrément de l'espace public, c'est-à-dire des trottoirs larges, dégagés, un espace public apaisé, et puis du jalonnement, donc des indications pour se repérer. Et enfin, très important, il faut penser la marche en intermodalité, puisque dans tous les territoires qu'on a étudiés, la marche est le mode d'accès principal à un arrêt de transport en commun.
et malheureusement, les cheminements piétons aux abords des transports en commun ne sont pas toujours bien pensés. Et enfin, dernier mode auquel on s'est intéressé, c'est le covoiturage, qui est un mode un peu compliqué à développer parce qu'il est confronté à un certain nombre de freins psychosociaux. C'est un mode qui est perçu comme peu agréable, comme compliqué à organiser, comme assez contraignant du point de vue des horaires, etc. Donc pour les individus, c'est loin d'être un mode anodin. Et on constate aussi que c'est très compliqué de recruter des passagers. Donc quel que soit le type de covoiturage qu'on développe, c'est toujours plus facile d'avoir des conducteurs volontaires. Mais dès qu'il s'agit de quitter sa voiture pour monter dans celle de quelqu'un d'autre, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et c'est aussi compliqué pour les AOM de trouver quel type de covoiturage, enfin, quel type de politique mettre en place, parce qu'il existe une multitude d'offres, une multitude de méthodes et d'acteurs pour développer le covoiturage. Et donc en fait, on s'y perd un peu. Nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas de modèle idéal qui marche à tous les coups et qui soit généralisable. Par contre, ce foisonnement d'offres entraîne un manque de lisibilité à la fois pour les AOM pour développer la pratique, mais également pour les covoitureurs, puisqu'il arrive que 2 ou 3 services de covoiturage soient présents sur le même territoire, ce qui, de plus, empêche d'atteindre une masse critique sur l'ensemble de ces services, ce qui est donc un peu contre-productif. Alors, s'il n'y a aucun modèle idéal qui émerge, nous on remarque quand même qu'il y a une façon de faire du covoiturage qui fonctionne un peu mieux que les autres et qui est un peu plus prometteuse, c'est de développer le covoiturage dans le cadre des trajets domicile-travail lorsque le covoiturage est porté au sein de l'entreprise par l'employeur, c'est-à-dire dans le cadre d'un plan de mobilité. Alors pourquoi c'est intéressant de le développer dans ce cadre-là ? D'abord parce que ça permet de capter les actifs, qui est une cible globalement très difficile à capter par l'AOM, notamment sur la politique de transport en commun dans les zones de moyenne densité. Et puis, ça permet aussi de bénéficier de communautés déjà constituées, les collègues, et de faciliter donc la mise en relation, puisque ça permet de lever un certain frein à l'entrée. Par exemple, le fait d'avoir des horaires similaires, ça peut aider. Le fait de connaître la personne avec qui on va covoiturer, donc ne pas avoir cette idée de monter en voiture avec un inconnu. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne assez bien. Donc, ensuite, la question, c'est comment faire pour que ce soit développé de la façon la plus efficace possible. Il y a un certain nombre d'actions clés, entre guillemets, à mettre en place. La première, c'est de contraindre le stationnement sur le parking de l'employeur. C'est quelque chose, c'est un peu un préalable à la politique qui incite vraiment les gens à changer de comportement. Une deuxième solution, c'est aussi de proposer une garantie trajet, c'est-à-dire de garantir via la mise en place d'un service d'autopartage ou via un partenariat avec une compagnie de taxi, de garantir aux passagers que même en cas de problème, même en cas d'annulation de leur covoitureur, de leur conducteur, ils vont pas se retrouver sans solution pour rentrer chez eux. C'est globalement des garanties qui sont assez peu utilisées, mais qui permettent vraiment de rassurer les passagers et d'encourager le passage à l'acte. Ensuite, on a l'organisation d'animation en entreprise pour vraiment encourager, inciter les gens à tester le covoiturage et ensuite de stimuler régulièrement la communauté pour que ça fonctionne. Et enfin, de promouvoir le covoiturage non pas dans le cadre d'une entreprise, mais dans le cadre d'un plan de déplacement inter-entreprise, donc à l'échelle par exemple d'une zone d'activité, puisque ça permet d'atteindre une masse critique de façon plus facile. Donc, c'est pas parce qu'on met juste en place une offre que ça marche. Il faut aussi faciliter l'accès à cette offre, son utilisation. Donc, c'est ce qui est fait avec notamment des applications qui permettent à la fois de connaître l'offre de transport, non seulement en transport en commun, mais aussi vélo à libre-service, stationnement, autopartage, etc. De choisir, voire de réserver, et aussi de payer sur un même support. Alors c'est sûr que le côté application a reçu beaucoup d'attention parce que c'est lié aussi à plein de questions sur le partage des données, etc. Mais ce qui est intéressant à retenir du point de vue de la décarbonation et du report modal, c'est surtout que ça doit se baser sur une politique d'offres bien développée et aussi que ça ne doit pas être une compilation d'offres existantes, mais ça doit vraiment partir d'une analyse des besoins aussi des utilisateurs. Analyse des besoins d'ailleurs qui peut contribuer à réaliser grâce aux données qui sont collectées via le système. Autre stratégie quelque part pour faciliter l'accès aux modes alternatifs, alors l'autopartage.
L'autopartage, justement, comme ça a été dit auparavant, a fait l'objet d'une note du Shift Project qui a permis d'expliciter la différence entre autopartage et covoiturage. Dans l'autopartage, on partage la voiture, mais on ne partage pas nécessairement le trajet. Donc, en soi, ça n'est pas forcément une utilisation vertueuse. En revanche, l'autopartage est un service très intéressant à développer, un complément d'une offre de transport bas carbone, des modes actifs et partagés, parce qu'il reste toujours, et notamment dans les zones de moyenne densité, des déplacements qui ne peuvent se faire autrement qu'en voiture. Et donc, pour ces déplacements-là, au final, que certains ménages conservent la voiture. Donc, c'est intéressant de mettre en place un service d'autopartage qui permet éventuellement aussi de démotoriser les ménages. De même, le report modal n'est pas qu'une question d'offre, bien que fluide et facile, etc. C'est une question de prise de conscience. Et donc, c'est intéressant aussi de développer des actions d'accompagnement, d'animation sur le territoire. Alors, il y a un certain nombre d'autorités organisatrices qui le font, qui développent des animations territoriales, souvent d'ailleurs aussi avec les collectifs vélo, les associations vélo. Ça peut prendre la forme de vélo-parade. Les challenges mobilité, en fait, c'est auprès des entreprises. Il y a une sorte de compétition sur entre employés pour prendre des modes de transport moins carbonés. Il y a les ateliers d'initiation à l'attention de ceux qui ne savent pas forcément utiliser les transports en commun ou le vélo. Et aussi, et c'est très important, même si c'est assez coûteux à mettre en place, c'est l'accompagnement personnalisé, mais c'est là où on permet vraiment aussi de prendre conscience, on permet aux gens de prendre conscience. Souvent, les personnes ne connaissent pas très bien leur budget mobilité, notamment quand ils utilisent la voiture, ils sous-estiment, c'est très courant qu'on sous-estime le budget qu'on dépense pour utiliser la voiture. Donc, un accompagnement personnalisé permet de prendre conscience de combien on dépense un déplacement et aussi de son empreinte écologique de façon à pouvoir changer de comportement. Oui, donc un autre outil pour changer les comportements, c'est les plans de mobilité employeurs. Donc c'est un outil qui existe depuis 20 ans et qui est obligatoire pour les employeurs qui regroupent plus de 100 personnes sur un même site depuis le 1er janvier 2018. Et malgré ça, l'ADEME a montré qu'au 1er janvier 2019, seulement 8% des employeurs qui étaient obligés avaient réalisé un plan de mobilité. Donc on peut penser alors que ce n'est pas un outil qui est forcément très efficace. Et pourtant, nous, on se rend compte que quand c'est bien mené, c'est quelque chose qui permet vraiment de faire évoluer les pratiques des actifs. Et donc en fait, c'est un outil qu'il faut vraiment utiliser et développer sur le territoire. Donc de ce point de vue-là, côté AOM, il y a plusieurs actions à mettre en place. L'action essentielle, en fait, c'est de systématiser l'accompagnement des employeurs dans leur démarche de plan de mobilité. Donc ça passe par exemple par le fait de dédier un équivalent temps plein au démarchage et à l'accompagnement des employeurs. Ça passe aussi par la mise à disposition d'un outil de diagnostic et de suivi du plan de mobilité. Donc c'est généralement une plateforme sur Internet. L'objectif étant à chaque fois, via cet accompagnement physique et numérique, de vraiment faciliter la tâche aux employeurs, de faire en sorte qu'ils soient vraiment guidés tout au long du processus. Et enfin, donc encore une fois, des actions d'animation et de sensibilisation d'entreprise pour que les salariés soient informés des offres de mobilité qui existent sur le territoire et de celles qui sont le plus adaptées à leurs besoins. Alors, cet accompagnement systématique des employeurs, il est très efficace et il permet de suivre plusieurs dizaines, voire une centaine de plans de mobilité en même temps sur le territoire. Le problème, c'est que c'est un développement assez coûteux en fait en termes de ressources humaines et financières. Et du coup, en fait, c'est pas forcément accessible à toutes les AOM. Nous, dans les territoires qu'on a étudiés, c'est seulement les 2 métropoles de Strasbourg et Grenoble qui ont mis en place ce genre d'accompagnement. Strasbourg, c'est l'outil Optimix et Grenoble, c'est la démarche M-Pro. Donc ça pose quand même la question de comment faire pour que les petites AOM réussissent elles aussi à développer ce genre d'accompagnement sur leur territoire.
Autre chose qui permet d'attirer, entre guillemets, les employeurs dans la démarche de plan de mobilité et de mettre en place un plan de mobilité un peu ambitieux, c'est le fait de leur proposer des offres tarifaires avantageuses. Par exemple, jusqu'à maintenant, les entreprises étaient obligées de rembourser à 50% l'abonnement au transport en commun de leurs employés s'ils l'utilisaient pour venir au travail. C'est du coup leur proposer en fait que l'abonnement pour leurs employés soit moins cher. Ce qui du coup en fait est une incitation financière à ce qu'ils s'engagent dans une démarche de plan de mobilité ambitieuse et qui fonctionne assez bien. Et puis si on zoome un peu côté employeur, il y a aussi quelques actions clés à mettre en place en interne. Donc encore une fois, la première chose c'est de nommer un référent mobilité qui ait du temps, enfin qui puisse en fait mettre en place ce plan de mobilité. Et puis ensuite de réaliser un diagnostic de la mobilité des salariés pour en fait après leur proposer des solutions qui soient adaptées à leurs besoins. Encore une fois, il y a le fait de restreindre la place allouée au stationnement sur le parking de l'entreprise, qui est une incitation très efficace à changer de comportement. Et ça doit s'accompagner ensuite de la mise en place d'équipements et d'infrastructures adaptés à ce qu'on propose. Donc ça peut être par exemple pour encourager le covoiturage, de mettre en place des places réservées aux covoitureurs sur le parking d'entreprise, de mettre à disposition des cyclistes des abris vélos sécurisés et des douches, etc. Ensuite, vient encore l'animation et l'accompagnement personnalisé des salariés pour leur proposer des solutions qui soient adaptées à leurs besoins. Et enfin, le suivi des actions mises en place et le suivi de l'évolution de la mobilité des actifs, sachant que ce suivi doit remonter à l'AOM légalement, ce qui permet aussi à l'AOM de récolter des informations à relativement faible coût, une fois que c'est mis en place, sur la mobilité des actifs sur son territoire. Et je vais passer assez rapidement sur les 2 dernières slides, qui sont en fait juste des illustrations de l'impact potentiellement important que peut avoir la mise en place d'un plan de mobilité sur le report modal. Donc ici, c'est l'exemple du CEA à Grenoble, où en un peu moins de 20 ans, on a réussi à baisser drastiquement la part de l'autosolisme dans les trajets domicile-travail. Ça, grâce à un portage fort par la direction notamment, et aussi à une collaboration très étroite entre l'AOM et l'employeur. Sur ce sujet-là, sachant que ce n'est pas négligeable parce que le CEA regroupe plusieurs milliers de personnes sur son site. Et enfin, on a aussi l'exemple de Saint-Nazaire, enfin de la CPAM Loire-Atlantique, qui dispose de 2 sites en Loire-Atlantique, à Nantes et à Saint-Nazaire, et qui illustre le fait que le levier stationnement est très important pour réussir une politique de ce type. Donc, un plan de mobilité avec globalement les mêmes actions a été mis en place sur les 2 sites. En 2013. Et à Nantes, le levier stationnement a été utilisé puisqu'on a restreint le stationnement sur le parking d'entreprise. Et par ailleurs, le stationnement sur voirie autour du site était payant. Et sur le site de Saint-Nazaire, il n'y avait pas de parking d'entreprise, donc c'était un levier qu'on ne pouvait pas utiliser dans le plan de mobilité. Et le stationnement sur voirie autour du site était abondant et gratuit. Et on voit qu'au final, on n'aboutit pas du tout au même résultat, alors que ce sont globalement les mêmes actions qui ont été mises en place. Donc c'est moi qui vais avoir le mot de la fin. Sur l'efficacité des politiques, effectivement, on se rend compte on s'est rendu compte aussi sur place qu'il y a un besoin d'améliorer le suivi et l'évaluation des politiques de transport. C'est-à-dire que quand on met en place un service, admettons on met en place un service de vélo en libre service, on a besoin de savoir d'où venaient les gens qui utilisent le service. Est-ce que c'était des utilisateurs de la voiture? Et dans ce cas-là, c'est très bien, où on est en train vraiment d'aller vers l'objectif. Ou est-ce que c'est des gens qui marchaient? Et dans ce cas-là, c'est pas bien du tout. Donc, pour faire ça, on a besoin de faire des états des lieux, de connaître les pratiques de mobilité, et c'est pas suffisamment pratiqué. On a besoin aussi, et particulièrement dans un cadre justement de ressources financières limitées, de connaître la rentabilité, entre guillemets, l'efficacité, si on préfère, des investissements qui sont réalisés par la puissance publique en termes de fréquentation, mais aussi de décarbonation. Aussi, l'information sur la mobilité peut être détenue par des acteurs différents sur le territoire. Je pense, par exemple, Alessia vient de parler des plans de mobilité, les entreprises.
Donc c'est important aussi d'avoir un partage d'informations. Je pense aussi aux associations vélo, un partage d'informations sur les informations qui remontent du terrain, d'améliorer aussi la connaissance des montants dépensés dans les différents modes de transport. C'est-à-dire que souvent on se dit oh là on fait pas des pistes cyclables et c'est cher. Puis en réalité si on regardait on se rendrait compte qu'on dépense beaucoup pour les routes, l'entretien des routes, l'investissement, etc. Et aussi une nécessité d'harmoniser les outils d'évaluation pour permettre aussi à l'État de déployer son rôle et de suivre si on est en train vraiment d'être sur la stratégie. Et du coup, je reboucle, ce serait vraiment le mot de la fin, avec la trajectoire assignée par la stratégie nationale bas carbone, savoir si on est vraiment en train d'être sur cette trajectoire ou si au contraire on est en train de s'en éloigner. Et ça se joue aussi sur les territoires. Voilà. Donc on vous remercie pour votre attention. On espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup Laura et Alessia. Avant de prendre quelques questions, je vais juste faire une toute petite précision. Vous avez reçu chacun sur votre chaise la synthèse du guide. Le guide lui-même, on en a quelques exemplaires, pas pour tout le monde, pour des raisons que vous comprendrez. Donc si jamais vous avez vraiment l'intention de le lire sur papier, on en a quelques-uns, dans le train par exemple. Sinon, vous l'avez tous reçu normalement par mail. Voilà, je vous l'ai envoyé par mail tout à l'heure, ainsi que la synthèse, donc vous pouvez tout retrouver en ligne quand vous rentrerez chez vous tout à l'heure. Voilà. Ainsi que les slides. La session a aussi été filmée, donc vous recevrez tous les supports de présentation de nos chargés de projet et la vidéo. Voilà. On va prendre donc quelques questions sur ce projet. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation, très complète, intéressante. Je me présente rapidement, Erwan Roux, je suis le directeur de la maintenance du tramway du Luxembourg. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler, au 1er mars, le Grand-Duché du Luxembourg rend les transports en commun absolument gratuits, c'est-à-dire le train, les bus, le tramway et tous les modes. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des transports en commun du Luxembourg, mais voilà, le principe, c'est la gratuité, c'est une expérimentation à l'échelle du pays. Je voulais faire une remarque et puis vous poser une question ou trois petites questions sur ce que vous avez dit. La première, c'est qu'il me semble quand même que tous les points que vous soulevez relèvent du législatif. C'est-à-dire que c'est de la politique, c'est la loi qu'il faut faire bouger et il faut la faire appliquer, puisque dans le cadre du plan mobilité, on se rend compte que de modifier la loi ne suffit pas. S'il n'y a pas de sanction, elle n'est pas appliquée. Voilà. Les 3 points, alors je vais prendre mes antisèches parce que ils sont très différents les uns des autres. Le premier, vous avez parlé dans le cadre des modes de déplacement de contenir l'étalement urbain. Je pense que c'est une bonne idée et aujourd'hui on constate que quand le maire d'un village souhaite refuser un permis de construire pour une grande surface, il se fait taper sur les doigts et on lui explique qu'il n'a pas le droit. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là si on veut que ça soit efficace. Le deuxième point, je ne sais pas, vous l'avez peut-être dit de manière tout à fait anodine. Pour moi, ça ne l'est pas. Vous avez parlé de jouer la complémentarité entre les modes de transport et peut-être d'arrêter de jouer la compétition entre, vous aviez pris l'exemple du bus et du train. Je pense de mon côté que la compétition, c'est dans l'ADN du marché commun. Et je me demande aujourd'hui, par rapport à toutes ces réflexions que je conduis sur le risque climatique, etc., si finalement la compétition institutionnelle ou instaurée ou instituée n'est pas finalement un des problèmes majeurs ou un des problèmes racines de tout ce qu'on vit aujourd'hui en matière de consommation, dans tous les sens. Voilà. Et le troisième point, c'était juste faire part d'une expérience que j'ai eue moi-même. Alors, j'ai jamais eu de véhicule personnel, en revanche, il m'est arrivé de devoir louer un véhicule, donc c'était en autopartage. C'était un gros véhicule parce que j'emmenais des gamins fêter leurs résultats du baccalauréat en période de grève des transports ferroviaires. Voilà. Et donc j'avais fait l'aller pour amener les enfants et pour le retour, je me suis dit je vais faire du covoiturage. Voilà, donc j'avais un 8 places en plus du conducteur et j'ai voulu offrir autant de places que j'en avais disponibles pour
remonter des personnes qui en avaient besoin. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose assez curieuse, c'est que je ne pouvais pas proposer plus de 4 places. Donc je suis allé regarder un petit peu pourquoi. Donc c'est bien expliqué sur les sites de covoiturage. Vous ne pouvez pas proposer plus de 4 places quand bien même vous en avez 8, 10, 12, etc. Pour une raison simple, c'est que le législateur a considéré, et sa préoccupation n'était pas écologique, il a considéré qu'il ne fallait surtout pas que vous fassiez de l'argent avec ça. Voilà, je m'arrête là. Merci. Oui, alors je ne sais pas dans quelle mesure il s'agissait après de questions, de remarques et tout ça, parce que c'est potentiellement assez riche. Je vais déjà vous répondre concernant peut-être ce que vous appelez la compétition institutionnelle. Alors je ne sais pas si j'ai la bonne interprétation de ce mot, mais il est évident que ce qu'on voit aussi dans le développement des réseaux, le développement du ferroviaire, historiquement, s'est fait aussi un petit peu à part, parce que ça ne faisait pas partie des zones institutionnelles des autorités organisatrices de la mobilité. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on a des autorités organisatrices qui prennent des bassins de vie toujours plus larges, on voit qu'il y a une mise en cohérence aussi. Donc, cette compétition institutionnelle, quelque part, on peut, elle est en train aussi de s'estomper un peu avec des autorités organisatrices qui coopèrent de plus en plus dans le cadre du syndicat mixte. On a vu aussi sur la région grenobloise le SMTC qui est en train d'élargir, enfin qui à partir du 1er janvier 2020 a vraiment élargi aussi son domaine de pertinence, et donc c'est de bon augure pour une conception plus rationalisée en fait des transports en commun. Après, sur la question du covoiturage, bien, effectivement, là, c'est une problématique de droit social, quelque part, que vous soulevez. C'est-à-dire qu'on n'a pas effectivement le droit de faire du covoiturage en se faisant rémunérer, par exemple. Il y a la question du nombre de places, mais il y a aussi la question de la rémunération au-delà des frais de covoiturage, etc. Bon, évidemment, le législateur n'a peut-être pas pensé à votre cas où vous avez loué un véhicule suffisamment grand, etc. Donc... En effet. Mais je dirais que les préconisations qu'on a faites, elles demandent aussi des adaptations législatives, mais pas seulement. C'est-à-dire que là, vous parlez des plans de mobilité. Les plans de mobilité sont, oui, obligatoires, mais sans doute que ça ne suffit pas. Et qu'il y a peut-être aussi d'autres façons à trouver pour donner des incitations aussi aux entreprises pour effectivement les mettre à l'œuvre. D'ailleurs, ça existe au Luxembourg, les plans de mobilité entreprises. Oui. Et ils sont mis en œuvre. Parce que c'est comme en France. Bon. Donc il y a... Ah, dommage. S'il y aurait eu quelque chose à creuser, sans doute. Bon. Oui, bonsoir. Nicolas Meillan, conseiller scientifique chez France Stratégie. Merci pour votre travail et pour votre présentation. Très intéressant. Moi, j'avais une question sur le covoiturage. Même 2 questions. La première, c'est pourquoi j'ai pas vu trop de voies dédiées au covoiturage, mais qui est peut-être plus un levier dans les villes parce qu'il y a des bouchons, alors qu'en zone de moyenne densité, il y a moins de bouchons, donc il y a peut-être moins de leviers, entre guillemets. Et la deuxième question, c'est on voit, comme vous l'avez bien dit, les systèmes qui se développent en partant des entreprises fonctionnent bien. Et on voit de plus en plus des collectivités territoriales qui, au lieu d'aller mettre des nouvelles lignes de tramway, de bus, etc., qui vont justement travailler avec une entreprise de covoiturage, qui vont intégrer ça dans leur pass Navigo, pass mobilité, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui... Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va beaucoup se développer, à condition de pouvoir l'inciter financièrement, et ça, vous n'en avez peut-être pas parlé non plus, que quand il n'y a pas d'incitation financière des collectivités, ça ne fonctionne pas, et qu'en gros, la règle, c'est que le covoituré ne doit rien payer et celui qui conduit gagne 2 € au kilomètre. Est-ce que vous avez peut-être plus d'infos et sur ce potentiel, à mon avis, assez important du covoiturage au sein des collectivités? Oui, sur le covoiturage,
Sur la question des lignes de covoiturage, donc là, ce qu'on a présenté, c'était vraiment des retours d'expérience. Donc ça veut dire des choses qui sont plutôt anciennes et sur lesquelles on a des retours, justement, plus ou moins. Donc en fait, sur les voies réservées au covoiturage, c'est quelque chose qui est mis en place à Grenoble, notamment. On en parle dans l'étude de cas de Grenoble, mais on ne tire pas de conclusion dessus parce que, justement, on n'a pas encore assez de recul on n'avait pas assez de recul pour pouvoir l'intégrer dans notre guide. Et sur le fait d'intégrer le covoiturage dans l'offre de mobilité, c'est aussi un peu la même raison. Donc c'est quelque chose, il y a eu une expérimentation là-dessus à Grenoble, donc on en parle aussi dans l'étude de cas de Grenoble. Et sinon, c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup attardé sur la multitude de possibilités qui existent pour développer le covoiturage. Mais effectivement, sur le covoiturage subventionné, ou sur le fait de mettre en place une ligne de covoiturage en appui d'une ligne de transport en commun, c'est des choses qui sont en expérimentation en France, c'est des choses qui avancent, mais sur lesquelles, pareil, on n'avait pas assez de recul pour pouvoir réellement avoir un avis dessus, sachant aussi que nos interlocuteurs locaux nous parlent de ces expérimentations, mais qui restent pour le moment à l'état d'expérimentation, en fait. Donc on n'avait pas non plus de retour de leur part là-dessus. Et juste sur la question de la gratuité, tout à l'heure aussi, on n'en a pas parlé dans la présentation, on l'évoque dans le rapport et on renvoie notamment à une étude du GARD qui a été faite sur le sujet il y a quelques mois, qui a été publiée à l'été 2019. Voilà. Et donc comme la gratuité ne faisait pas partie des politiques qui étaient mises en place par les territoires qu'on a sélectionnés, on a choisi de ne pas en faire une partie importante dans le rapport non plus. Oui, du coup, je vais rebondir à la fois sur le covoiturage et sur la gratuité. Oui, effectivement, c'est juste un complément. Et on en parle, parce qu'on a parlé mais on en parle dans le rapport. Là, on n'avait pas le temps non plus de tout dérouler. Comme l'a dit Alessia, effectivement, c'est très récent. Hein, c'est ce qui a été présenté. Donc, on ne dispose pas encore de retour d'expérience, donc on ne peut pas vraiment se positionner dessus en disant ça a fait du report modal, ça n'a pas fait du report modal. C'est ça, en fait, c'est à l'aune de ce critère-là, en fait. Concernant la gratuité, je veux dire peut-être un peu plus. D'une part, effectivement, il y a eu une étude qui a été lancée par le GARD pratiquement parallèlement à notre étude, hein, et où ils sont allés vraiment dans tous les territoires analyser les retours d'expérience qui ont été faits sur la gratuité, puisque la gratuité est effectivement considérée, est mise en avant par certains territoires comme un outil pour fluidifier l'utilisation, faciliter l'utilisation des transports en commun. Donc eux, ils ont fait cette démarche qui est beaucoup plus complète que la nôtre, ce qui explique pourquoi nous, on s'est pas lancé là-dedans de manière plus partielle. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que le retour qu'ils en font, c'est que ça peut avoir un intérêt pour des petits réseaux qui effectivement ont peu de voyageurs, peu aussi qui du coup dépensent beaucoup d'argent pour le système tarifaire, hein, pour l'administration du système tarifaire. En revanche, elle est beaucoup moins pratiquée aussi par des grands réseaux. Nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut tout de même faire attention à se priver d'une ressource financière à un moment où on en a quand même besoin. C'est-à-dire que la transition vers des mobilités bas carbone nécessite de ressources. Mettre en œuvre un accompagnement personnalisé, ça nécessite des moyens. Intervenir sur l'urbanisme, intervenir sur les transports en commun, ça nécessite des moyens. Donc, attention à ne pas se priver pour des mesures sur lesquelles on ne sait pas très bien si ça va vraiment avoir un impact sur le rapport modal, à se priver de ressources qui, elles sont vraiment nécessaires pour faire des actions beaucoup plus massives. Voilà. Bonjour, Jacques-Olivier Garda, entrepreneur indépendant. Je viens d'une zone de moyenne densité dans le sud de la France. J'ai utilisé plusieurs modalités pour venir. J'ai commencé à pied et fini à pied. Bon, ça, c'était pour l'introduction. Une question très rapide. Vous avez terminé sur la question des évaluations des dispositifs mis en place. Quel retour d'expérience vous pouvez nous partager par rapport à ce qui est fait dans les 5 territoires? Quels indicateurs ont été mis en place, par exemple, et est-ce qu'ils sont suivis ou pas? Merci.
Alors, il y a plusieurs indicateurs qui sont liés à la fréquentation. Enfin, déjà, dès que vous avez un réseau de transport en commun, vous avez une délégation de service public. Vous avez par définition des indicateurs qui sont... alors, vous n'avez pas forcément une délégation de service public, mais vous avez en tout cas soit une régie, soit une délégation de service public, et vous avez généralement des moyens de suivi de la fréquentation et d'un certain nombre d'indicateurs de qualité, la propreté, de ponctualité, etc. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont assez communément récoltés. Après, il y a des indicateurs aussi qui remontent d'une manière assez, je dirais, mécanique, des fois aussi des réseaux par les compteurs, que ce soit sur les routes ou l'utilisation des pistes cyclables, etc. Il y a le constat qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de retour qualitatif en fait sur l'utilisation et notamment sur les raisons de l'utilisation, sur les raisons de la non-utilisation et aussi du passage d'un mode de transport à l'autre. Je sais pas si tu veux compléter. Bonjour, Alexandre Tropi. En fait, je suis militant du covoiturage. Et depuis 2 ans maintenant, et je m'intéresse à savoir d'où vous avez l'origine de vos informations, parce que pour moi, le covoiturage, le rapport de 2017, il en parlait, mais il avait des informations de 2015. Alors que moi, je vois que le covoiturage, il s'est développé à partir de la grève SNCF de 2018. Donc ça fait bientôt 2 ans. Et il faut d'ailleurs dire qu'en Ile-de-France, c'est gratuit pour les passagers depuis ce moment-là, jusqu'à un plafond de 150 € par passager. Non, enfin, chaque passager a un crédit de 250 € par mois, ce qui est assez exceptionnel quand même. Ça fait 2 fois la carte Orange, enfin la carte Navigo. Et donc, est-ce que vous avez intégré ce genre de cas? Parce que personnellement, en fait, moi, j'ai été outré en novembre 2018 de cette taxe carburant qui a été lancée sans qu'il y ait de choses alternatives de créer. Or, vous expliquez bien dans tout le rapport qu'il faut créer des alternatives et d'avoir envie de changer. Donc, et par la suite, dans le grand débat national, j'ai organisé un débat sur le covoiturage aussi. Et je voudrais savoir d'où vous avez vos informations, parce qu'en fait, pour moi, il a totalement changé. Enfin, surtout, disons, en prenant une région autour de la 86, dans cette zone-là, où ça a changé un peu la donne, mais ça ne se développe pas. Et pratiquement aujourd'hui, ça reporte les gens des bus dans les voitures. Principalement, mon expérience, c'est ça. Moi, je ferai une réponse courte. Je ne sais pas, parce que Laura, tu voudras compléter après. Mais du coup, on a exclu l'Île-de-France de notre étude. Donc ça, c'est un dispositif qu'on n'a pas étudié et qui n'est donc pas intégré dans le guide. Et par ailleurs, toutes les informations qu'on donne sur le covoiturage dans le guide sont issues des services qui sont mis en place à l'échelle des AOM intercommunales qu'on a étudiées, donc sur les territoires de Grenoble, Strasbourg, Poitiers, Arras et Saint-Nazaire. Et voilà. Oui, ça c'est pour la source des informations. Ce que vous dites sur les gens qui viennent des transports en commun vers le covoiturage, c'est tout à fait vrai. Et on le sait, mais c'est parce qu'en Ile-de-France, on a fait une enquête. Et effectivement, il faudrait faire la même chose ailleurs et évaluer d'où viennent les gens qui covoiturent. Est-ce que c'est des gens qui prenaient les transports en commun avant? Parce que effectivement, ça peut aussi ne pas être une pratique vertueuse, effectivement. Oui, bonjour. Jean-Claude Diazo, j'étais au ministère de l'Environnement. J'aurais voulu vous poser une question sur, à la veille des municipales, et s'il n'y aurait pas intérêt à faire une certaine obligation de mettre dans les PLU la répartition du domaine public dédié à la mobilité entre ce qui est dédié à la marche, à la mobilité et puis aux circulations douces. C'est-à-dire d'avoir 3 indicateurs qui permettraient de suivre l'évolution et d'objectiver les efforts faits par les collectivités pour faciliter les circulations douces. Donc l'espace public dédié à la mobilité, il s'agit
Donc dire il y a tant de trottoirs, surface de trottoir, tel pourcentage, etc. Oui, alors ça pourrait trouver sa place dans les plans de déplacement urbain, hein, ce genre d'indicateur. Effectivement, c'est intéressant à suivre. On en propose un certain nombre, hein, d'une façon un peu comme ça, si vous les trouverez dans le guide. Je ne sais pas si vous avez le support du guide ou si vous avez que la synthèse, mais on a fait quelques propositions, hein, d'indicateurs. Et justement, ça a fait partie aussi, parce qu'il faut, alors, ce qui est important à dire, c'est que dans la planification, il y a foison d'indicateurs que personne n'utilise. Okay. Et pourquoi? Parce qu'il y en a trop, et parce qu'on ne sait pas ce qu'on voulait en faire, et parce qu'il n'y a pas suffisamment de définition des objectifs dans la politique. Parce que il faut d'abord savoir quels sont les objectifs, donc quelles sont les priorités, et du coup définir une batterie d'indicateurs qui doit être quand même relativement sobre si on veut les utiliser. Donc ça, c'est déjà une première chose, je dirais plutôt sur la question de la méthode. Après, il faut que ces indicateurs, mis à part la question de l'évaluation des services, hein, dont j'ai parlé, il faut que ce soit aussi des indicateurs qui remontent facilement du terrain. Et je pense qu'effectivement, ce genre d'indicateurs, notamment aussi pour savoir en quoi est-ce qu'on a investi, hein, qu'est-ce qui s'est développé, ça peut être aussi le genre d'indicateur qu'on pourrait aussi assez facilement rendre homogène d'un territoire à l'autre. Hein, ce dans le cadre peut-être aussi d'un suivi plus national, aussi des politiques locales. On va prendre les questions, disons, 2 par 2 à partir de maintenant. Oui, bonjour, Martin Dubourg, je suis consultant d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous avez parlé que la contrainte sur le stationnement était un des forts leviers. Je voudrais savoir si vous avez connaissance d'exemples de contraintes sur la disponibilité et la gratuité du stationnement sur les zones commerciales périphériques. Non, pas dans les territoires qu'on a visités, non, du tout. Oui, j'espère, Yves Egal ici. J'espère que mon propos n'a pas été produit au début puisque j'étais en retard, mais est-ce que, avec toutes les mesures que vous proposez, qui sont très longues, enfin très nombreuses et peu efficaces chacune, est-ce que la manière la plus efficace de décarboner les transports, c'est pas la voiture électrique, avec une électricité bien sûr décarbonée, donc comme en France? Effectivement, vous auriez dû venir au début. Voilà. Parce que je vous invite, effectivement, ça va être disponible sur Internet. On a effectivement expliqué tout ça. Par respect pour ceux qui étaient là, je ne vais pas revenir sur vous. J'espère que vous me pardonnerez. D'accord. Alors, j'ai un autre point. Je suis de la FNOT, Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et nous, on réfléchit à tout ça depuis longtemps. Mais beaucoup de choses, en fait, sont un peu trop tard, en quelque sorte. Lutter contre l'étalement urbain, c'est très difficile, parce que les gens veulent à tout prix leur pavillon. C'est le pavillon, d'abord. Hein. Et actuellement, dans la plupart des zones à faible densité ou proches des villes moyennes, ça y est, c'est fait. Les gens sont à la campagne. Et donc, ils ne reviendront pas en ville, ou très lentement. Et les grandes surfaces sont déjà là-bas. Et donc, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont les grandes surfaces qui se mettent en place, ou des petites surfaces aussi? Est-ce qu'elles se mettent en complément de ce qui existe déjà, ou est-ce qu'elles se mettent à la place même? Enfin, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de zones commerciales qui s'établissent en ce moment dans les périphéries des villes moyennes. Voilà, donc agir là-dessus, c'est peut-être trop tard. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que l'essentiel de la décarbonation sera par la voiture électrique. Voilà. D'accord. Donc, je vais quand même parler de la voiture électrique. Donc, effectivement, non, mais vous avez raison. Il y a beaucoup qui a été fait, notamment dans les années voiture, hein, les années à partir de deuxième après-guerre, 50, 70, les années d'or vraiment de la voiture. C'est vrai. C'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière. Il y a tout de même encore des villes petites, moyennes, qui installent des services à l'extérieur des villes. Donc ça, il faut tout de même continuer, il faut tout de même l'empêcher.
Il y a aussi, et ça, après, on rentre dans des outils qui sont relativement complexes aussi d'urbanisme, hein, pour revenir sur l'existant, pour redensifier, pour recréer peut-être des mixités autour de zones déjà existantes, donc qui sont uniquement commerciales. Et je vais juste reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur la voiture électrique, c'est-à-dire que justement, d'axer toute la stratégie sur le véhicule électrique ne permet pas de résoudre le problème de l'étalement urbain, le problème de la congestion, et aussi ça ne permet pas de nous mettre en gros sur la pente nécessaire qui est très raide pour décarboner la mobilité à horizon 2050. Il est nécessaire aussi d'agir sur la taille des véhicules. Donc, c'est toujours, la bonne conscience, c'est toujours un grand incitateur d'effet rebond, parce que c'est l'idée qui consisterait à se dire j'ai une voiture électrique, donc je prends un SUV et donc ça se passe bien, n'est pas forcément ce qui est non plus une analyse de cycle de vie, ce qui est le plus vertueux. Et en plus, il est nécessaire effectivement d'agir aussi sur d'autres leviers. Bonsoir. Bonsoir, donc Alexandre Marais, je travaille avec le Shift au niveau des bénévoles. On a créé un projet de programme C2E qui travaille sur les comportements, qui est une démarche structurée sur les comportements pour la mobilité. Je voulais savoir si vous avez vu l'équivalent des collectivités qui seraient mis dans des démarches structurées pour travailler sur les comportements, où elles font juste seulement appel à des associations qui sont souvent modales, c'est-à-dire qu'elles disent le vélo ou le covoiturage, ou une démarche structurée sur les comportements. Non, je suis en train de réfléchir et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais moi j'en ai pas en tête d'exemples d'AOM qui ont mis en place une démarche structurée. Il y a des initiatives assez éparses. C'est pas suffisamment structuré, justement. Là, le changement de comportement est, je dirais, dans les outils des AOM, et il est relativement peu connu. C'est-à-dire, les AOM savent créer des offres de transport, elles savent faire des enquêtes, mais ils ont du mal à intégrer les outils vraiment aussi de changement de comportement. Il y a néanmoins des expériences intéressantes qui se mettent en œuvre. Moi, je pensais à Grenoble aussi, par exemple. Là, il y a une initiative qui s'appelle Plaque ta caisse ou Je plaque ma caisse, quelque chose de ce genre, qui consiste à faire vraiment un accompagnement aussi un peu personnalisé aux personnes pour changer de l'utilisation de la voiture à l'utilisation de tout un package, je dirais, d'offres de mobilité, et qui travaille aussi sur le coût de la mobilité tel qu'il est effectivement. Mais voilà, c'est des initiatives relativement sporadiques, dont on peut penser que voilà, il faut que ça prenne et que ça se démultiplie. Donc on peut être optimiste là-dessus. On va prendre une dernière question. Après, pour les gens qui voulaient en poser aussi, il y aura d'autres questions après la table ronde, donc je pense que ce sera l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Ce sera les deux dernières, il y en a une ici, mais... Bonsoir, merci pour votre présentation. Je suis Sébastien Maric, je suis doctorant en aménagement. À la dernière page de la synthèse, vous écrivez « L'efficacité de la politique de décarbonation ne se mesure pas à l'aune de l'utilisation d'un mode ou d'un autre, mais à celle du passage d'un mode carboné vers le mode le moins carboné disponible ». Par rapport à ça, j'ai une question simple à poser, mais dont la réponse est sans doute difficile, qui est, d'après vous, d'après les études que vous avez pu voir dans les zones à moyenne densité dans lesquelles vous êtes allé, les études de prospective éventuellement, et les entretiens que vous avez eus, où réside le plus fort vivier de report modal de la voiture individuelle, vers quel mode et avec quelle efficacité coût, entre guillemets. Donc, et donc, ma question sous-entend,
qu'est-ce qu'il faut prioriser? Parce que dans l'idéal, il faudrait mettre tout ça en œuvre, mais qu'est-ce que les collectivités, les zones à moyenne densité ont intérêt à prioriser par rapport à au potentiel de report modal? Alors, il est tout de même question d'agir un peu partout. J'ai pas j'ai vu où vous étiez en fait. Excusez-moi. Oui, d'accord, excusez-moi. Il est tout de même question d'agir sur plusieurs axes. Il n'est pas question de se dire, moi je vise que ce type de déplacement, ce type de report. D'une part. D'autre part, oui, il y en a qui sont plus prometteurs. C'est les déplacements, c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer, c'est les déplacements qui sont liés au travail. Et du coup, agir sur le levier stationnement. Alors, est-ce qu'il y a plus de potentiel vis-à-vis... Alors, il paraît que ceux qui font du domicile-travail ont plus de propension à utiliser le vélo que les transports en commun. D'accord, on peut la prendre comme une information. Maintenant, tout dépend des endroits. Si vous avez un transport en commun qui vous dessert, donc voilà, il faut agir surtout sur ce qu'on vient de dire, enfin sur les leviers qu'on vient de dire. Puis tout est bon à prendre si c'est des modes moins carbonés. Donc la dernière question, Françoise Vanderscheid, je travaille et j'enseigne dans les transports, mais je pose une question à un autre titre. Je suis conseillère municipale d'un petit village dans une zone périurbaine. On est à 20 km de Dreux. Et la question du report modal est la question de comment accompagner la mobilité des gens qui habitent dans ces périphéries, qui viennent s'installer donc dans cette dynamique malheureuse d'étalement urbain. Ce sont des gens qui quittent le Mantois, qui quittent le Drouais et qui viennent s'installer dans la région Centre-Val de Loire. Donc ils n'ont pas bien compris qu'en franchissant la frontière de l'Île-de-France, ils n'auraient pas du tout les mêmes accompagnements en mobilité que ce qu'ils avaient auparavant. Et quand nous, au niveau du conseil municipal, c'est-à-dire au niveau de la préparation des élections municipales, on se dit il faut faire quelque chose au niveau de la commune pour aider les gens à se déplacer, à ne pas prendre systématiquement leur voiture pour aller acheter du pain, pour conduire les enfants au judo, pour aller prendre le train. Quand au niveau de la commune, qui est une petite commune de 700 habitants, on n'a pas trouvé l'outil, le moyen d'organiser, parce qu'on se dit que le transport et la mobilité, ce n'est pas de la compétence de la commune, c'est de la compétence de l'agglo, mais l'agglo, c'est Dreux, elle a je ne sais pas combien, 49 communes, donc notre petite commune ne l'intéresse pas du tout. Donc on n'a rien, et nous on se dit au niveau des élections, il faut qu'on fasse quelque chose, et ben on n'a pas trouvé comment organiser, si ce n'est les bonnes volontés, mais les bonnes volontés ont des limites, comment organiser cette tentative pas de covoiturage, mais très light, pour diminuer l'utilisation de la voiture dans des zones de moyenne densité périurbaine. Oui, effectivement, ce qui est décrit est vraiment une problématique, je pense, assez commune dans les zones rurales, c'est-à-dire des endroits où les déplacements sont parfois longs et très éparpillés. Effectivement, la raison aussi pour laquelle on s'est concentré surtout sur les zones de moyenne densité, c'est aussi parce que c'est des zones dans lesquelles il y a des actions néanmoins possibles qui sont dans le prochain mandat municipal pour vraiment aussi avoir un gisement relativement important. Donc on va devoir s'arrêter ici pour la session de questions. Merci à Laura et Alessia.